Merci de votre présence à ce webinaire dans des conditions particulières, vous l'entendez, avec un sujet qui est passionnant, hein, toutes les étapes de la due diligence pour réussir votre évaluation des tiers, et ça dans le cadre de la loi Sapin 2. Nous allons passer pas mal de temps ensemble, puisque nous avons décidé chez Altares d'Alan Bradstreet, durant cette période, eh bien de mettre un focus fort sur l'ensemble de ces étapes, sur l'évaluation des tiers et sur la loi Sapin 2 avec une prise de parole qui va durer à peu près 2 heures. Donc une prise de parole assez longue qui se fait d'habitude en présentiel dans les nombreuses matinées que nous animons. Et nous avons souhaité dans cette période-là continuer cette animation. Alors, un sommaire, somme toute, assez classique sur ce genre de prise de parole. On va bien sûr parcourir les 8 piliers de la loi Sapin 2. On fera un focus bien sûr sur la cartographie, comment elle se met en place, avec quels critères. On observera ce que recommande l'AFA, l'Agence française anticorruption. Depuis quelques temps maintenant, elle a publié beaucoup de contenu que nous regardons avec précision. On fera un focus sur la loi Sapin 2 et le devoir de vigilance, la loi Potier. On verra quelles sont les différences. Et enfin, on parcourra bien sûr ces 8 étapes, les 8 étapes qui permettent de créer, d'analyser, d'identifier les risques et l'intégrité des tiers. Donc cette fameuse quatrième pilier de la loi Sapin 2 qu'on a découpé donc en huit étapes. Et puis nous terminerons par une démonstration très complète de la solution InDuty. Alors, avant d'aller dans le détail, quelques précisions. Bien sûr, vous aurez accès à la présentation. Bien sûr, vous aurez accès au replay. Et toutes les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nous pourrons y répondre soit en direct, soit nous les prenons, puis nous essaierons de trouver les réponses avec nos consultants. Nous avons mis en exergue cette citation de Michel Sapin. Nous aimons la partager chez Altares, puisque il est vrai que la loi Sapin 2, ces 8 piliers paraissent et sont une contrainte. Aujourd'hui, nous gérons chez Altares en France plus de 200 projets conformité par an avec l'ensemble de nos consultants et l'équipe commerciale. Et nous voyons bien que la loi Sapin 2 est considérée comme une contrainte. Néanmoins, les clients qui ont souhaité mettre en place l'évaluation des tiers via Altares, aujourd'hui ont un process qui est beaucoup plus accéléré et elles y voient également un aspect commercial. Alors, je ne suis pas tout seul pour animer évidemment ce webinaire avec bien sûr Marion que certains d'entre vous bien sûr connaissent, puisqu'elle est consultante ingénieure avant-vente spécialisée sur la conformité et la finance. Marion, si tu veux nous dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. Merci Marion. Donc, tu vas intervenir dans cet agenda sur plusieurs parties. Et puis, ce webinaire a été initié par Xavier Billard, qui est compte manager à Tares France, qui, euh, pour certains d'entre vous, est votre relation commerciale chez Altares, mais il y a évidemment d'autres account managers chez Altares. Alors, on va commencer bien sûr avec un chiffre qui a pas trop évolué honnêtement. Une étude qui a été faite par le cabinet AFJE, qui a été relayée par le journal Le Monde et dans la presse économique. Seulement 33% des assujettis à Saint-Palu ont terminé les 8 piliers. Je ne sais pas s'il faut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? En tout cas, pour votre information, depuis 2017, la loi Sapin 2 a été promulguée, elle doit être appliquée. Il y a eu 3 temps depuis octobre 2017. D'abord, toute l'année 2018, qui a été une phase de pédagogie pour l'Agence française anticorruption. Euh, Octobre 2018, ils ont mis à disposition un volume de littérature sur leur site de manière assez conséquente. Donc, il y a eu une phase de pédagogie, on peut l'exprimer comme ça, sur l'année 2018. L'année 2019,
il y a eu des contrôles, j'allais dire quelques contrôles, mais des contrôles, et avec là aussi un angle pédagogie. L'Agence française anticorruption nous a accompagnés dans des prises de parole, par exemple. Et l'année 2020, ce que l'on voit là depuis les quelques mois, c'est une accélération des contrôles. Donc, on n'a pas velléité chez Altares à être anxiogène dans nos messages, mais on voit que tous les projets que l'on traite aujourd'hui sur Sapin 2, il y a une certaine exigence en termes de mise en place. C'est pour ça que ce webinaire, on va parcourir l'ensemble des étapes, voir quelles sont les solutions, et puis vous en ferez, vous utiliserez dans vos démarches. Alors, on va parcourir ces 8 piliers de la Sapin 2. On va d'abord les regarder, parce qu'ils sont assez précis. Bien sûr, on va mettre l'emphase sur deux d'entre eux. Alors, tout ça sera partagé. Je sais qu'on a eu une question tout à l'heure, mais bien sûr, tous ces documents seront partagés avec vous. Alors, les 8 piliers, vous les connaissez. On va les regarder précisément. Juste une chose, on est bien sur les entreprises 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste une chose, sur les sanctions financières, on nous pose souvent la question, mais quelles sont les sanctions financières? Alors, c'est vrai que il y a une époque, alors à l'époque, c'est il y a je crois que c'était 18 mois, l'AFA, elle précisait parfaitement quelles étaient les sanctions. Et d'ailleurs, on avait voulu les partager dans ce webinaire. Néanmoins, l'expérience montre que les entreprises qui ont été sanctionnées, en fin de compte, elles ont eu bien sûr des sanctions financières, mais qui se négocient, entre guillemets, avec le juge. Donc, il n'y a pas trop de règles. Ce qu'on a pu voir dans les cas, c'est que ça pouvait représenter quand même le montant du résultat net de l'entreprise. Donc, c'est évidemment très conséquent, très important, bien sûr pénalisant, même ça peut faire mettre l'entreprise en péril. Et ce qui est également important que vous sachiez, c'est que la condamnation est publiée, est publiée dans la presse. Donc ça, c'est une première information. Donc ces 8 piliers, on va les regarder. Il y en a bien sûr 2 qui vont nous concerner, le troisième et le quatrième sur l'évaluation des tiers, cartographie et évaluation des tiers. Alors, vous aurez accès à ce document, on le mettra en lien dans l'email de remerciement. C'est un livre blanc que nous avons réalisé et qui vraiment détaille précisément ces 8 piliers avec une emphase sur ceux qui vont demander de la data extérieure, en tout cas nous concernant chez Altares, le troisième et le quatrième. Alors, parcourons rapidement ces 8 piliers. Bien sûr, un code de conduite intégré au règlement intérieur. Il va devoir définir, il va devoir illustrer les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption. Alors, vous voyez, c'est pas, je veux dire, c'est pas très très précis. C'est des types de comportements à proscrire, donc évidemment de vos équipes internes, comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Alors, corruption et trafic d'influence. Il y a eu, j'ouvre une parenthèse, il y a eu un document intéressant de la FAS sur tout ce qui est cadeaux et invitations, qui est bien sûr en ligne, et qui précise, qui donne quelques règles sur ce point-là. Donc ce premier pilier de ce code de conduite qui doit être intégré au règlement intérieur, et bien sûr, ça va sans dire, mais il doit être également visé et partagé avec les représentants du personnel. Alors le dispositif d'alerte interne, il est destiné donc à permettre de recueillir les signalements émanant d'employés et relatifs à des conduites ou des situations contraires au code de conduite du point 1. Donc là aussi, maintenant, il y a pas mal de solutions qui existent, l'email anonyme, le numéro de téléphone anonyme, etc. Donc ça aussi, c'est à mettre impérativement en place. Dans nos clients qui ont mis en place Sapin 2 avec nos solutions, évidemment que dans les discussions, on regarde un petit peu ce qui a été fait. Et c'est vrai que là-dessus, l'AFA recommande des choses relativement simples, mais qui doivent être mises en place. Alors, le quatrième pilier, la cartographie des risques, on va évidemment la regarder avec précision, mais on verra que c'est une manière de hiérarchiser et d'analyser les zones de risque, on peut même dire des zones géographiques. Donc on va approfondir ce point-là. L'évaluation des tiers, le quatrième pilier, bien sûr qu'on va là passer beaucoup de temps
sur ce quatrième pilier, puisqu'on va évoquer les huit étapes qui permettent donc de faire l'évaluation des tiers. Là, le cinquième est très intéressant parce qu'il a une tonalité analyse comptable de la loi Sapin 2. Hein, c'est la mise en place de procédures de contrôle comptable, alors interne et externe. Hein, c'est-à-dire que l'angle de vos tiers, donc fournisseurs et clients, doit être évidemment analysé. Et l'objectif, hein, c'est d'assurer que les livres, les registres de compte ne soient pas utilisés pour masquer les faits de corruption ou de trafic d'influence. Il y a un cas qui est souvent évoqué, c'est un fournisseur qui vous facture, par exemple, 100 000 euros ou 50 000 euros. Donc, vous payez cette facture et vous vous rendez compte que, en fin de compte, sur ce même type de commande, si c'est une commande régulière, il y a, semble-t-il, une évolution du prix. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est une évolution du prix du fait du marché, une matière première, ou est-ce que c'est une surfacturation qui est ensuite reversée à quelqu'un des achats chez vous ou un commercial, par exemple. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fait, un contrôle qui est relativement facile à faire. Alors, ce cinquième pilier, au niveau de l'audit, hein, soit il peut être fait par un audit interne, soit par des auditeurs externes. De ce que l'on a vu chez Altares, à chaque fois, il y a eu des auditeurs externes qui ont contribué à ce cinquième pilier et qui ont une spécialité sur l'analyse comptable orientée anticorruption. Hein. Alors, je regarde si. Alors, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat, hein, j'essaierai d'y répondre. Le sixième, la formation des cadres et personnels exposés. Là-dessus, il y a aussi pas mal de choses qui existent près à l'emploi, avec des quiz, avec des vidéos, il y en a dans toutes les langues. Donc, c'est destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés au risque de corruption et de trafic d'influence. Vous remarquez que quand je parle du code de conduite, le texte dit des comportements susceptibles de caractériser des faits de corruption. Lorsqu'on est sur la formation, hein, les personnes les plus exposées, je ne veux pas dire que c'est pas très précis, mais nous, ce qu'on a vu dans tous les projets Sapin 2, c'est qu'à un moment donné, c'est à vous, en fonction de votre activité, de préciser hein, le cadre de ces 5 piliers, notamment sur la formation des personnes exposées. Il y a certains de nos clients, industrie par exemple, qui ont un gros volume de fournisseurs. Il y en a dans le secteur du bâtiment, de l'ameublement, de la chimie. Tous les personnels ont été exposés, tous les personnels ont été formés. Hein, voilà, avec le même type de questions. Alors le régime disciplinaire, évidemment, ça va sans dire, c'est mieux en le disant, qui doit permettre de sanctionner les salariés. Donc évidemment, ils sachent quels sont le cadre du régime disciplinaire en cas de violation du code de conduite de la société et des faits avérés de corruption ou de trafic d'influence. On est sur les deux thèmes, hein, corruption et trafic d'influence. Et enfin, le dispositif d'évaluation interne, donc important, hein, qui va permettre d'évaluer en interne les mesures mises en œuvre dans l'ensemble de ce dispositif. Alors, on l'a parcouru rapidement dans le livre blanc que on vous mettra en lien. Vous aurez vraiment du contenu beaucoup plus détaillé. Et évidemment, l'AFA vous propose des choses encore plus précises. Néanmoins, ce qu'on a remarqué, c'est que les deux piliers les plus complexes à mettre en place, mais peut-être vous pouvez me confirmer dans le chat, c'est la cartographie et l'évaluation des tiers. C'est ce qu'on avait vu sur les projets qu'on avait traités, notamment avec Marion et les équipes de consultantes, parce que ce sont que des dames, sur la conformité. Donc voilà pour ce premier point. Ça permet de balayer les 8 piliers de la loi Sapin 2 et en vous mettant en exergue un document qui va permettre d'aller plus loin. Et on va regarder maintenant, bien sûr, la partie cartographie. Alors, il y a un document de l'AFA qui le précise également. On s'est évidemment beaucoup inspiré de ce document. On s'est évidemment inspiré des cabinets qui agissent sur ce secteur avec qui nous travaillons. Et puis, évidemment, que vous allez voir, ce troisième et ce quatrième pilier, donc cartographie et évaluation des tiers, il est systémique.
hein. Donc, la première étape de la cartographie va vous donner un premier indicateur. On va regarder ceci. Ça va alimenter votre évaluation des tiers. Et votre évaluation des tiers va être nourrie par plusieurs indicateurs. On va y regarder. Et ils vont peut-être ajuster votre cartographie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à mettre en place. Alors, cette cartographie, bon, par contre, vous voyez, hein, c'est la démarche d'identification, d'évaluation, de hiérarchisation des risques de corruption inhérents à votre activité et à votre organisation. Alors, dit comme ça, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Le premier objectif, c'est d'identifier, évaluer, hiérarchiser et gérer les risques de corruption. Et ce que l'on voit le plus important, c'est de hiérarchiser les risques de corruption. On va voir quelques clés pour répondre à ce premier objectif. Donc, identifier les risques de corruption. Est-ce que c'est par zone géographique, par activité? Est-ce que c'est par service dans votre entreprise? Le service achat, le service procurement, bon, voilà. Évaluer, vous devez avoir une échelle d'évaluation. Donc on va parler d'une note de 1 sur 20, on va parler d'un code couleur rouge, orange, vert, voilà, c'est évaluer. Et ensuite, vous allez hiérarchiser. Quelle est la zone, le service, le pays, l'activité qui est prompte à être plus exposé, et je le redis, au risque de corruption ou au trafic d'influence. Hein, et l'objectif, c'est de gérer tous ces risques. Le deuxième objectif, c'est que vous en informiez les instances dirigeantes. Vous le savez, hein, sur la loi Sapin 2, il y a ce que dit le GAFI, ce que dit l'AFA, toutes les organisations autour des lois anticorruption au niveau mondial. Ce qu'ils disent, c'est que les instances dirigeantes, hein, les dirigeants doivent être évidemment partie prenante très fortement dans le projet. Et donc, les compliance managers, compliance officers, doivent évidemment partager l'objectif 1, les résultats de l'objectif 1 avec les instances dirigeantes, et puis permettre aux personnes en charge de la conformité, et notamment de l'évaluation des tiers, hein, le quatrième pilier, eh bien d'avoir la visibilité sur cette cartographie. Mettre en place les mesures préventives, et puis, vous avez vu, hein, mettre en place et détecter de manière proportionnée. Il y a toujours cette tonalité ajustée, hein, dans Sapin 2. Hein. Si je reprends tout à l'heure les 8 piliers, hein, on parlait de personnes les plus exposées, de comportements à risque en fonction de votre activité. Vous voyez, là, on est sur des détections proportionnées. Hein, et tout ça face aux enjeux de la cartographie. Donc, c'est un point important. On va voir comment on le met en place. Alors, la caractéristique de la cartographie, elle doit être évidemment complète, c'est-à-dire qu'elle doit parcourir de bout en bout les processus. Donc, si vous identifiez, je vais vous donner un exemple qui est souvent le cas, qu'on voit beaucoup, c'est le service achat qui gère des fournisseurs hors domestique, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, hors de la France. Hein. Donc, les fournisseurs qui sont au Moyen-Orient, les fournisseurs qui sont en Asie. Voilà. Donc là, tout le processus de relation entre les achats, le service achat et les fournisseurs doit être évidemment couvert de bout en bout. Juste pour les tiers amont de votre activité, donc fournisseurs, sous-traitants, freelance, etc. Peut-être Marion, tu pourras préciser, mais on est sur ce qu'on appelle le premier niveau de fournisseur, c'est-à-dire les fournisseurs avec qui vous travaillez. À préciser si Marion tu as l'info, mais sinon on va la vérifier. Est-ce que ça concerne également les fournisseurs de vos fournisseurs? D'accord. Donc pour l'instant, nous dans les projets que l'on voit, c'est les fournisseurs directs. On peut les appeler comme ça. Bien sûr, on reparle encore de cette particularité de prise en compte des particularités propres à chaque organisation. Et bien sûr, vous devez mettre en place et faire participer l'ensemble des acteurs maîtrisant le processus. Donc, cette cartographie des risques, elle, en fin de compte, c'est quoi? C'est que vous allez devoir identifier par des questions, par des audits, le potentiel de corruption ou de trafic d'influence en interne. Et vous allez après avoir une cartographie. Donc bien sûr, ça doit être formalisé de manière écrite, synthétique, évidemment. L'AFA propose quelques exemples également sur son site. Et évidemment,
l'AFA doit pouvoir en disposer. Hein. Évidemment, on est sur une évaluation qui est périodique. Nous, ce qu'on voit, c'est une fois par an. À chaque fois, peut-être qu'il y a un élément qui change dans l'organisation, un nouveau service, un nouveau marché, un nouveau fournisseur. Et bien sûr, on est sur un processus d'amélioration continue comme l'ensemble des processus. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors, quelques étapes sur la cartographie. Bien sûr, identifier les rôles et les responsabilités dans l'élaboration, la mise en œuvre de la cartographie, c'est-à-dire le compliance officer, compliance manager. Est-ce que vous intégrez également les analystes, donc les personnes qui vont analyser les résultats de la conformité, cartographie et évaluation des tiers. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit parce que l'analyste, il sait les informations dont il a besoin pour ajuster son avis sur l'évaluation des tiers. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est que souvent, les entreprises, elles prennent des key analystes, en fin de compte, et elles les mettent dans le projet de la cartographie des risques. Je l'ai mis en gras, la deuxième étape, c'est identifier les risques inhérents aux activités des organisations concernées. Nous, on a vu des cas où tous les services ont été mis dans la cartographie, services financiers, services achats, services commerciaux, services industriels. Parfois, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Là, il faut peut-être aller sur des choses beaucoup plus saillantes. Donc, évaluer bien sûr l'évaluation des risques et de corruption, c'est l'objectif, première étape. Et puis, cette quatrième étape, c'est les moyens visant à maîtriser les risques. Évaluer l'adéquation et l'efficacité des moyens visant à maîtriser les risques. En fin de compte, c'est est-ce que vous avez les moyens de aussi analyser et identifier tous les risques. Et j'en reviens au point 3. Choisissez bien les services que vous allez qui vont contribuer à cette cartographie, parce qu'à un moment donné, quand vous avez plein d'informations, beaucoup d'informations, la construction de la cartographie, elle est très complexe. Et ce qu'on voit, nous, c'est peut-être commencer par des zones très simples. On va en parler. Bien sûr, hiérarchiser tous les risques nets et résiduels. Alors, évidemment, là, le cas du service achat, à qui il y a des fournisseurs qui sont non domestiques, enfin, j'ose espérer que vous avez compris que il faut les intégrer dans votre cartographie des risques. Et bien sûr, formaliser la cartographie et la tenir à jour de manière assez classique. Alors, voilà. Alors, il y a un document de l'AFA que j'ai extrait, qui permet d'avoir quelques slides sur leurs recommandations. J'ai mis en rouge, dans le carré rouge, j'ai mis, vous voyez, ils ont des risques par pays et par indicateur externe. Alors, on va y regarder. Ils disent quoi? Donc, recenser les risques connus, les informations internes, les inventaires de cas connus, parce qu'il y a eu déjà des cas de corruption ou de trafic d'influence. Est-ce qu'il y a des référentiels de tiers que vous avez qui sont aujourd'hui qui peuvent contribuer à cette cartographie? Et puis, recensement par zone géographique, on le voit beaucoup, enfin, de toute façon, on le voit systématiquement, mais identifier dans quel pays sont vos tiers peut déjà être un très bon indicateur de cartographie. Et nous, on a pas mal de clients qui ont 30 000, 35 000 tiers, 100 000 tiers, et qui veulent pas forcément les évaluer en un seul coup. Et en un seul coup, il y a aussi l'aspect coût financier. Eh bien, ils vont peut-être d'abord prendre les tiers qui sont dans des pays qui, eux, sont à risque. Là-dessus, on a des données qui permettent d'évaluer tout ça. Attention, ça ne veut pas dire que les tiers domestiques, il ne faut pas les analyser. Ce qui est souvent attendu par la FA, c'est peut-être un planning. Sur X mois, on va commencer par les tiers qui sont dans tel pays et qui présentent un risque. Et puis, dans un second temps, on fera les tiers plus proches, etc. Donc, c'est aussi, faut pas les occulter, il faut impérativement les mettre dans votre planning d'évaluation des tiers. Mais quelques éléments qui permettent d'avoir une bonne cartographie, c'est notamment le risque planning. Alors, ça se traduit comment? Vous voyez, le risque, l'évaluation de l'exposition au risque, il peut se faire par pays, par secteur d'activité, par lié aux transactions. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez des tiers avec qui vous avez des transactions régulières. Je le disais tout à l'heure, si le montant de la transaction régulière, il est inexpliqué, ça peut être un angle de cartographie.
liées à certains clients, liées aux tiers, liées aussi à l'opportunité commerciale et puis certains facteurs internes. Là, le consultant avec qui nous avons travaillé mettait en place un risque évalué sur 4 niveaux. Alors 3, 4 niveaux, à vous de voir, mais en tout cas, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que votre échelle de graduation de votre cartographie, ça serait bien qu'elle soit identique à celle de votre évaluation des tiers. Ça facilite beaucoup le travail pour passer de l'un à l'autre. On va le voir tout à l'heure. Alors, tout ce qui est risque résiduel, ça aussi, vous les prenez en compte. Et puis, les moyens de prévention, ça, c'est des choses assez classiques, mais vous devez évidemment avoir des moyens de prévention. Alors là, c'est relatif à la loi Sapin 2, puis un des piliers qui est l'intégration de vos équipes dirigeantes, de formation, de processus, de la politique de l'entreprise sur les moyens de prévention. Ce que l'on voit le plus, c'est bien sûr les risques inhérents qui sont la base de la cartographie. Alors ça se présente comme ceci, il y a quelques graphiques qu'on a mis en exergue, des rapports synthétiques structurés, c'est très graphique, mais ça n'a pas besoin de l'être forcément. On a nous des clients qui nous exposent leur cartographie en faisant des filtres sur Excel en fin de compte, hein, en ayant bien sûr collecté tous les critères de risque internes. Hein. Donc voilà, ça peut être un premier niveau. Là, on est sur des solutions qui ont été faites par des équipes de consultants en cartographie avec une analyse de résultats. Le premier graphique, on vous le mettra dans l'email de retour, de remerciement. Il est assez intéressant parce que, en fin de compte, il a été fait euh, en fonction de plusieurs critères. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'il y a plusieurs critères qui sont sortis comme risque, à haut risque sur la partie corruption et trafic d'influence. Là, voilà, on a des choses par pays, c'est intéressant aussi. Hein. Donc ça, voilà des choses qui peuvent être menées. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Bon, quoi qu'il en soit, on peut vous aider à répondre à tout ça. On a bien sûr des partenaires qui nous aident sur la partie cartographie. Et bien sûr, peut-être que dans votre cartographie, vous allez avoir besoin de données extérieures. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous faisons. Ce que je vous propose, c'est qu'avec Marion, nous regardons précisément ce que recommande l'AFA sur cette partie de due diligence. Et puis, ensuite, nous continuerons dans notre programme. Marion, je te laisse la parole. Oui, merci Laurent. J'espère que vous m'entendez bien. Avant de commencer, je vais me permettre de faire une petite introduction sur la loi Sapin 2. Laurent a déjà dit pas mal d'éléments. Donc, c'est une loi qui est entrée en vigueur en décembre 2016 et qui a commencé à être appliquée en 2017, comme tu l'as souligné. Donc, cette loi, vous le savez, elle porte sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Elle prévoit 2 grands points, on va dire. Il y a la mise en place des 8 piliers que les entreprises doivent obligatoirement implémenter en leur sein. Elles vous ont été présentées par Laurent et détaillées juste avant. Et elle a également mis en place et créé l'Agence française anticorruption. L'Agence française anticorruption, c'est un service qui est récent, qui a une compétence nationale, donc qui ne peut opérer que sur le territoire français. C'est une institution qui est rattachée au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Elle a vocation, d'une part, à aider les entreprises qui sont confrontées à prévenir, détecter, donc on l'a dit, des faits de corruption, mais également de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, ou encore de détournement de fonds publics, de favoritisme. On comprend ici qu'elle a une mission importante de conseil et d'assistance envers les assujettis. Elle a également une mission de contrôle. Même si, comme l'a souligné Laurent, il est difficile de préciser les montants des sanctions qui peuvent être appliquées, la loi prévoit quand même des sanctions dans le cas où l'assujetti ne respecterait pas les procédures ou les mesures qui sont imposées aux entreprises par la réglementation. L'Agence française anticorruption, elle a un pouvoir administratif de contrôle qui va lui permettre de vérifier, de venir vérifier la réalité, l'efficacité des mécanismes que vous avez mis en place en termes de conformité, en termes de lutte anticorruption. Et concrètement, comment ça va fonctionner? C'est le magistrat qui dirige l'agence qui va pouvoir adresser un avertissement aux entreprises suite à un audit, à un contrôle,
en lui mentionnant tous les faits qui sont insuffisants en termes de mise en place de procédures anticorruption. Elle va également pouvoir, dans certains cas, aller jusqu'à la saisie de la commission des sanctions. C'est pas toujours le cas, hein. Et ensuite, la commission des sanctions, elle va pouvoir faire plusieurs choses. Elle va déjà pouvoir obliger la société à mettre en place les recommandations, les procédures qui ont été stipulées par l'agence ou qui sont stipulées dorénavant par le magistrat, dans un délai qu'il va définir. Donc généralement inférieur à 3 ans, hein, dans ce qu'on a vu dans les derniers rapports, les derniers comptes rendus. Généralement, l'entreprise a 1 an et demi, parfois pour tout ce qui est contrôle comptable, on sait que ça peut mettre plus de temps, mais maximum 1 an et demi pour finalement mettre en place tout ce qui manque aujourd'hui dans sa politique anticorruption. Elle va pouvoir également prononcer des sanctions. Donc des sanctions ici qui sont financières, les montants sont tout à fait variables, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les sanctions, elles peuvent être envers l'entreprise, bien entendu, mais aussi envers les personnes physiques qui dirigent cette entreprise et qui pourront être impliquées finalement et des charges retenues contre elles pour manquement. Et enfin, comme l'a dit Laurent, toutes ces informations sont ensuite publiées. Elles sont disponibles, hein, vous pouvez avoir accès aux différents jugements qui ont eu lieu suite au contrôle de la fin. Et enfin, juste pour rappeler, donc les entreprises assujetties, donc ce sont forcément des entreprises qui sont françaises, mais ça peut être aussi des filiales de groupes étrangers qui sont établies sur le territoire français. Donc des entreprises françaises ou des entreprises qui sont présentes sur le sol français et qui vont répondre à les critères de volume qui vont être plus de 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut quand même avoir en tête que même des petites filiales françaises, à partir du moment où elles sont sur le sol français et qu'elles seraient rattachées à une société mère qui répondrait à ces critères de volume, pourraient être assujetties et est assujettie à la loi Sapin 2 et doit du coup répondre de toutes les prérogatives qui sont attendues. Bon, voilà pour ma petite introduction. Slide suivante. Je vous ai mis un petit extrait de l'article de loi, en fait. Donc ici, on voit les entreprises doivent mettre en place des procédures d'évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang. Donc ça permet de rebondir sur ce que tu as dit, Laurent. Les entreprises sont tenues d'évaluer leurs tiers de premier rang. C'est ce qui est demandé. Et intermédiaire au regard de la cartographie des risques. En fait, je crois que j'en parle un petit peu plus tard, mais concrètement, je dois évaluer mes tiers de premier rang, ceux avec lesquels je travaille directement. Cependant, je dois avoir connaissance du fait que les personnes avec lesquelles je travaille, mes fournisseurs, mes sous-traitants, eux-mêmes font peut-être appel à des fournisseurs et à des sous-traitants. Et en fait, je vais devoir m'assurer que ces personnes avec lesquelles je travaille mettent en place également des procédures qui visent à lutter contre la corruption et évaluent les tiers avec lesquels ils travaillent. Donc, en fait, c'est un peu en cascade. Je vais pas forcément, moi, devoir évaluer les tiers avec lesquels mes tiers travaillent. En revanche, je dois m'assurer que mes tiers mettent en place également des procédures anticorruption en leur sein et l'imposent aux tiers avec lesquels ils travaillent. En fait, c'est ça. Donc, il faut bien avoir en tête que la cartographie des risques, elle est primordiale puisque c'est de ça que va découler l'évaluation des tiers. C'est vraiment l'élément clé, la cartographie des risques. Vous l'avez compris avec ce qu'a dit Laurent, chaque cartographie des risques est propre à l'entreprise, va être fonction de votre contexte, de vos contraintes, de votre organisation, qu'il va falloir définir ce qui correspond le mieux à votre entreprise. Et les procédures d'évaluation qui découlent de cette cartographie sont également à adapter en fonction de votre contexte. Tout doit être adapté, réfléchi et conçu au regard de votre entreprise. Bien sûr, l'AFA publie des recommandations. D'ailleurs, elle le fait un petit peu au fil de l'eau. Il y a les recommandations on va dire, sur l'ensemble du périmètre. Et il y a également des publications qui ont lieu au fil de l'eau sur des points très, très précis, comme tu l'as dit, Laurent, par exemple, sur les politiques invitations et cadeaux. Donc, l'AFA donne des billes pour vous aider à mettre en place votre cartographie et définir les procédures d'évaluation. En revanche, l'AFA n'a pas un pouvoir d'obligation. Les recommandations de l'AFA, elles sont quand même publiées dans un journal officiel, c'est pour ça qu'on y a accès, que tout le monde peut les consulter, mais elles sont dépourvues de force obligatoire et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, on a vu
dans le cadre de lectures, de jugements qui ont eu lieu suite à des contrôles de l'AFA, que certaines entreprises utilisent, exploitent certaines recommandations de l'AFA, mais pas que. Elles peuvent parfois avoir recours à des recommandations qui ont été émises par des organismes tels que Transparency International, le GAFI et bien d'autres, d'ailleurs, à l'échelle internationale. Donc, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur des recommandations autres que celles de l'AFA. Il faudra en justifier au moment du contrôle, mais c'est tout à fait entendable. Au moment du jugement, les entreprises obtiennent gain de cause dès lors qu'elles peuvent s'appuyer sur des organismes reconnus au niveau national ou international et qu'elles peuvent justifier du fait qu'elles ont préféré utiliser cette réglementation plutôt qu'une autre au regard de leur contexte, par exemple. Donc, il y a une certaine latitude qui est donnée dans cette réglementation, dans cette loi Sapin 2. C'est d'ailleurs ce qui rend généralement le travail des assujettis un petit peu plus délicat. Nous, quand on rencontre nos clients, on constate qu'ils ont souvent une difficulté à se lancer, à se dire je sais pas exactement comment appliquer, quelles recommandations appliquer, et si je n'applique pas tout, est-ce que je peux être mis en tort ou des choses comme ça. Et le fait que ce soit pas suffisamment clairement défini ou qu'on n'impose rien aux entreprises, je peux pas faire un copier-coller de ce qui est écrit dans la réglementation, rend les choses un petit peu difficiles pour les entreprises. On le comprend parfaitement. Slide suivante. Donc là, on va faire un focus sur le pilier 4, l'évaluation des tiers, qui est attendu par la loi Sapin 2. Donc déjà, pourquoi on doit mettre en place une évaluation des tiers, prendre des mesures de prévention de la corruption? Donc l'organisation, l'entreprise, elle va être en relation d'affaires avec différentes parties tierces, des clients, des fournisseurs, des sous-traitants, etc. C'est vraiment l'ensemble des tiers. Ici, contrairement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui va se focaliser sur la connaissance client, dans le cadre de la loi Sapin 2, on va vraiment être sur la connaissance du tiers, donc c'est beaucoup plus large. Si l'entreprise n'est pas suffisamment vigilante sur l'intégrité, la connaissance des tiers avec lesquels elle est déjà en relation ou prévoit de l'être, bien entendu, elle peut à un moment donné se retrouver impliquée, plus ou moins directement d'ailleurs, dans les affaires de corruption. Il y a des risques qui sont multiples, bien sûr, il y a des risques juridiques, on l'a vu, il y a des risques commerciaux, financiers, il y a des sanctions qui peuvent être infligées, on l'a vu juste avant, mais il y a également l'image de l'entreprise, sa réputation qui peuvent être entachées, et cela peut avoir un effet quand même très très lourd. D'où l'importance de mettre en place des procédures d'évaluation des tiers afin de s'assurer que les personnes avec lesquelles on travaille présentent quelque part des garanties suffisantes en termes d'intégrité. Il y a cette notion d'intégrité qui est très importante. Les procédures d'évaluation des tiers, elles vont se traduire par la mise en œuvre d'évaluation, donc vraiment sur le mot évaluer, qui va se baser sur le fondement de la cartographie des risques de corruption, toujours, et qui va permettre d'apprécier le risque spécifique induit par cette relation entretenue ou qu'il est envisagé d'entretenir avec un tiers donné. On va souvent utiliser le terme due diligence, on l'entend beaucoup, c'est un terme qui était plutôt utilisé par le secteur financier, qui est assujetti à des réglementations conformité depuis bien longtemps et qui utilisait ce terme due diligence, c'est vraiment la connaissance du tiers avec lequel on prévoit de travailler ou avec lequel on travaille déjà. Slide suivante. Donc, là, je vais me baser sur les recommandations de l'AFA. Qu'est-ce que l'entreprise est censée faire? Comment elle est censée évaluer ses tiers? Déjà, dans un premier temps, les évaluations, elles se traduisent par la collecte d'informations et de documents sur un tiers. Donc ça, c'est très important. Pour connaître son client, son fournisseur, son sous-traitant, je vais devoir collecter des informations sur lui. Qui vont me permettre de bien l'identifier ou d'actualiser la connaissance que j'ai déjà de lui dans le cadre d'un client, d'un tiers existant, mais pour lequel, je sais pas, je renouvelle un contrat, j'ai une nouvelle commande, etc. Et également d'apprécier les risques de corruption potentiels qui peuvent être associés à cette personne morale et auxquels je m'expose au moment où j'entre en relation, où je poursuis une relation avec ce tiers. D'après l'AFA, d'après ce qui est écrit, l'évaluation du tiers, elle est censée avoir deux objectifs. Le premier, ça va être de prendre une décision, de décider à l'issue de l'évaluation si j'entre en relation ou non avec ce tiers,
si je poursuis une relation en cours avec ce tiers ou bien si je mets fin à une relation en cours avec ce tiers. C'est très important. Ça veut dire que dans vos procédures internes, il va y avoir la manière dont j'évalue mes tiers, quelles sont les différentes étapes. Laurent va les aborder un petit peu plus tard. Quelles sont les différentes étapes? Et à l'issue de ces étapes, quel est le résultat de mon évaluation? Est-ce que c'est un tiers qui porte un risque élevé, moyen ou faible? Et quelle décision je prends derrière? Donc, vos procédures internes, ce qui est rédigé, doit comporter toutes ces étapes et toutes les décisions et les conséquences de ces décisions pour que les opérationnels puissent appliquer ce qui a été défini par l'entreprise. Par exemple, en fonction des prescriptions, notamment de ce qui aurait été rédigé dans le code de conduite, les process internes, le collaborateur va devoir adapter face à un tiers risqué une prise de décision du type je vais imposer certaines clauses dans les contrats, je vais limiter les montants de chiffre d'affaires que je vais réaliser avec ce tiers, ou je vais lui imposer de me transmettre plus d'informations, etc. Tout est possible. C'est juste qu'il va falloir justifier du comportement qui a été opéré face à ce tiers au regard du résultat de niveau de risque qui a été calculé dans l'évaluation. Slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? La mise en œuvre des évaluations, elle se base sur le fondement de la cartographie des risques. Ça, c'est très important. On le dit. Les évaluations, elles vont porter sur l'ensemble des tiers avec lesquels l'organisation, elle est en relation ou entre en relation. C'est pas seulement les nouveaux clients, par exemple. Et cependant, l'entreprise va pouvoir donner une priorité dans l'évaluation ou peut-être une profondeur dans la qualité de l'évaluation sur les tiers qu'elle aura identifiés dans sa cartographie comme représentant un risque de corruption le plus élevé, par exemple. Laurent le disait précédemment, dans le cadre des projets, des implémentations que nous réalisons, on est face à des clients qui ont des contraintes internes qui peuvent être de type ressources humaines. J'ai pas assez de personnes dans mon équipe pour traiter sous un mois l'ensemble de mon stock de clients de tiers existants et les nouveaux. J'ai besoin de prioriser également parce que j'ai des contraintes, des limites budgétaires, ou j'ai prévu un plan sur 3 ans pour évaluer l'ensemble de mon portefeuille. Tout est possible. C'est normal que les entreprises aient des contraintes de ce type-là. C'est tout à fait entendable également, hein, bien sûr, en cas de contrôle, et c'est prévu dans la loi qu'on peut prioriser les évaluations. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit évaluer que les tiers à risque élevé, surtout pas. Tous les tiers doivent être évalués, mais on peut donner une priorité. On peut aussi définir un niveau de profondeur de l'information différent en fonction du niveau de risque calculé par, dans un premier temps, la cartographie des risques. Ensuite, la démarche d'évaluation, elle va permettre, grâce à la cartographie des risques, vous allez pouvoir d'abord définir des critères discriminants. On appelle ça comme ça, c'est des termes qui sont utilisés par l'AFA, qui vont être de type la nature de la relation avec le tiers, sa forme juridique, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le pays, etc. Tout est envisageable pour vous permettre de segmenter quelque part votre portefeuille et de prioriser, hiérarchiser les niveaux de risque associés. L'absence de facteurs de risque, c'est une situation à laquelle on peut se retrouver. J'ai dans mon portefeuille des tiers que je considère à risque faible. Attention, ça va pas permettre de garantir que la relation avec le tiers soit absolument dénuée de tout risque. Et au contraire, c'est pas parce qu'un tiers va présenter un risque très élevé que je ne vais pas pouvoir travailler avec lui. Ça, c'est aussi des choses qui nous sont souvent demandées. C'est dans mon portefeuille, j'ai 20% de mes tiers qui ressortent à risque élevé, mais c'est des tiers avec lesquels je dois travailler parce que peut-être qu'ils sont leaders sur tel domaine, il y a qu'eux qui sont présents sur ce marché ou ce sont les plus reconnus. Il y a plein de facteurs en fait qui vont faire que vous choisissez de poursuivre la relation avec ce tiers et c'est tout à fait entendable. Et en aucun cas, l'AFA ne précise que dans le cas où vous êtes face à un tiers avec un risque élevé, vous ne devez pas travailler avec lui. Il va juste falloir mettre en place toutes les mesures de précaution appropriées, de prévention, pour détecter au maximum, anticiper des faits de corruption qui pourraient se produire dans le temps. L'AFA va vous donner quelques exemples de mesures prudentielles que vous pouvez mettre en place. Il va y avoir déjà l'information du tiers
avec lequel vous prévoyez de travailler ou avec lequel vous travaillez. Le prévenir de l'existence de votre programme anticorruption. Vous pouvez tout à fait le partager avec eux, le communiquer, notamment le code de conduite, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Vous pouvez former, sensibiliser le tiers au risque de corruption. Bon, très honnêtement, on le voit un petit peu moins, ça. Vous pouvez exiger, ça peut être des clauses contractuelles par exemple, mais exiger du tiers un engagement écrit de lutte anticorruption. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup, nous, dans les appels d'offres qu'on reçoit. Quand on répond à un appel d'offres, on doit souvent s'engager sur ces sujets-là. Il y a pas mal on voit de plus en plus de clauses dans les contrats, donc c'est plus des choses qui sont anormales ou sur lesquelles des tiers pourraient un peu tiquer. C'est des choses qu'on voit désormais en permanence, des clauses anticorruption dans les contrats, c'est-à-dire que le tiers s'engage également à mettre en place des mesures anticorruption vis-à-vis de ses tiers, etc. Et enfin, exiger du tiers qu'il vérifie l'intégrité de ses sous-traitants, on l'avait dit un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment dans l'objectif de sécuriser la chaîne contractuelle. Moi, je dois m'assurer que les personnes avec lesquelles je travaille sont intègres, et les personnes avec lesquelles je travaille doivent s'assurer que les personnes avec lesquelles ils travaillent également sont intègres. Slide suivante. Comment je vais pouvoir m'y prendre? Quelles sont les données à collecter, à exploiter dans le cadre de l'évaluation des tiers? La nature des informations et ou des documents qui peuvent être utiles, elle est déterminée par l'entreprise, par vous, sur le fondement de votre cartographie des risques. Quand vous avez défini des critères discriminants de risque, vous avez défini en face des mesures qui vont permettre de limiter au maximum ces risques potentiels. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez définir quelles sont les informations, les documents que je dois collecter pour avoir la meilleure connaissance de mon tiers et anticiper mes risques. À titre indicatif, les évaluations, elles peuvent inclure donc la collecte d'informations au moyen de la consultation des outils internes. Vous avez déjà une connaissance des tiers avec lesquels vous travaillez, que ce soit une raison sociale, des informations d'adresse, vous avez un minimum, les montants de contrat que vous avez avec eux, je sais pas, la devise, etc. Vous avez des informations qui sont disponibles dans vos systèmes d'information. C'est peut-être dans différents systèmes d'information, il n'y a pas forcément de vision consolidée, les informations ne sont pas forcément à jour, mais il y a un début d'information qui peut être exploité ici. Vous pouvez faire appel à la collecte d'informations en source ouverte. Donc, clairement, je me connecte à Google et je vais aller chercher des informations sur l'entreprise, parce qu'il y a des informations qui sont publiées par les entreprises, notamment sur les entreprises cotées. Donc, c'est des choses qu'on voit de moins en moins, mais qu'on voyait en tout cas il y a 10 ans, même dans le secteur bancaire. Vous pouvez utiliser la collecte d'informations et de documents auprès du tiers. Donc, on le voit beaucoup de plus en plus. Les entreprises avec lesquelles on travaille essayent d'implémenter de plus en plus l'envoi de questionnaires auprès de leurs tiers en amont de la relation pour collecter des informations. Ça va notamment leur permettre de voir à quel point le tiers est collaboratif, réactif dans ses réponses, ou au contraire, s'il essaye déjà de dissimuler un certain nombre d'informations, ça peut tout de suite lever une alerte. Ça peut être des entretiens avec le tiers, des audits. C'est pas forcément si fréquent. Il faut disposer des ressources qui peuvent aller auditer vos tiers, mais on peut le voir dans des très grandes entreprises qui mettent ça en place. Ça peut être des processus internes d'agrément ou de certification. Donc, on peut aller collecter des informations auprès du tiers. C'est une démarche qui est faite par l'entreprise qui va soumettre un certain nombre de questions, de demandes, de requêtes auprès de son tiers. Ça peut être également le recours à un fournisseur de données externe, notamment pour aller vérifier la présence du tiers ou de ses bénéficiaires effectifs, de ses dirigeants, de ses administrateurs. Vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments quand même à aller collecter pour avoir une bonne connaissance du tiers et s'assurer que ces personnes ne sont pas, par exemple, présentes sur des listes de personnes morales ou physiques sanctionnées. Ça, c'est quelque chose qui est très important d'un point de vue loi Sapin 2 et lutte anticorruption. Ou bien aller vérifier que ces personnes ne sont pas non plus présentes sur des listes de personnes politiquement exposées. On a vu que, en tout cas, des études ont montré que les personnes politiquement exposées portent un risque potentiel de corruption bien plus important. Et c'est pour ça qu'il va falloir aller vérifier ces informations. Voilà. Slide suivante. Donc, vous l'avez compris, on va dire qu'on a deux grandes familles de données. On a les données internes, c'est-à-dire les données qui sont déjà disponibles au sein de votre organisation, au sein de vos systèmes.
par le biais d'informations collectées au moment de l'entrée en relation ou mises à jour au moment de la signature d'un nouveau contrat, d'une nouvelle commande, et des informations externes. Là, je vais me focaliser dans un premier temps sur les données qui sont internes à l'entreprise, les données que vous pourriez avoir en votre possession dans vos systèmes d'information ou que vous pourriez avoir collectées auprès du tiers. L'AFA recense un certain nombre de points. Ces points, en fait, ce sont des critères discriminants qui sont les plus fréquemment rencontrés ou qui peuvent être utilisés par les entreprises pour mettre en place leur cartographie. Donc, ces critères discriminants, ça veut dire que ces éléments-là peuvent avoir un impact négatif et vont avoir un impact négatif et alourdir la possibilité que le tiers avec lequel vous travaillez puisse mettre en place un fait de corruption. Il va y avoir dans un premier temps l'expertise. Il va falloir que vous puissiez démontrer que vous avez contractualisé avec ce tiers et que dans ce cadre-là, vous êtes assuré que ce tiers dispose de l'expérience, des qualifications, des compétences nécessaires à la réalisation de sa mission. Quelque part, justifier pourquoi vous l'avez choisi. Le manque de qualification, d'expérience va être vraiment considéré comme un facteur aggravant. Donc peut-être qu'il va falloir collecter, je sais pas, mais des recommandations émises par d'autres entreprises sur celle-ci, récupérer des certifications auprès de l'entreprise qui vont justifier de ses compétences, des choses comme ça. Il va également, ça va avec ça, falloir s'assurer que la rémunération qui est accolée à cette prestation, elle est cohérente au regard de l'expertise à la fois du tiers, mais également des prestations qui sont réalisées. C'est vraiment un point important. Donc l'expertise, j'ai choisi ce tiers parce que sur le marché, il possédait les compétences nécessaires à la réalisation de ce que je lui ai demandé. Le deuxième point, la conformité. Ici, l'entreprise, elle doit vérifier, rechercher si le tiers a développé un dispositif de conformité anticorruption. Là, c'est vraiment soit une clause contractuelle qui va permettre au tiers, au moment de la signature, de s'engager sur le fait que lui-même met en place des procédures anticorruption, quelque part pour vous dédouaner du fait que vous ne pouvez pas forcément aller le vérifier. Le fait que le tiers ne communique pas, par exemple, sur la mise en place d'un tel dispositif, qu'il ne veut pas y signer, ou qu'il ne veuille pas vous communiquer, je ne sais pas, mais son code de conduite, par exemple, ça va vraiment être un facteur aggravant de risque et faire que le tiers va tomber tout de suite dans un risque élevé, par exemple. La coopération, ça rejoint un petit peu ces éléments-là. C'est au moment où vous allez solliciter le tiers, par exemple dans le cadre du questionnaire. Merci de me fournir la liste de, je sais pas, de vos dirigeants et puis de nous transmettre les copies des pièces d'identité. Si vraiment le tiers ne répond pas ou met énormément de temps à vous fournir des informations, vous fournit des informations partielles ou que ces informations, au moment où vous les mettez en corrélation avec les informations que vous avez obtenues par un prestataire, un fournisseur de données externe, c'est pas les mêmes informations, vous allez pouvoir vous poser des questions et vous dire peut-être que le tiers il a essayé de me donner des informations qui ne sont pas des informations correctes. Et là, ça va venir aggraver et renforcer son risque. La nature et l'objet de la relation. Nature et objet de la relation, ça on le voit souvent utilisé comme critère discriminant dans la cartographie de nos clients. Ça va permettre de segmenter leur portefeuille par type de contrat ou type de relation avec le tiers. Donc ça, c'est souvent utilisé. Autre intervenant, il va être important. Ça va permettre quelque part de définir si la relation va comporter des chaînes contractuelles. Le tiers avec lequel je souscris pour répondre à ma demande va exploiter des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Quelque part, pour répondre à mon besoin, plusieurs entreprises vont travailler ensemble. Et il va falloir que je m'assure du fait que le tiers vraiment avec lequel moi je contractualise a mis bien en place toutes les mesures pour s'assurer que les tiers avec lesquels lui travaille respectent toutes ces mesures anticorruption. Ça, c'est vraiment très important. Donc, moi, je m'occupe de mon rang 1, mais il faut que mon rang 1 s'occupe de son rang 1, etc. Et finalement, dans les cas de figure où on sait qu'il y a une chaîne contractuelle, en fait, il y a plusieurs acteurs qui sont engagés, on peut quand même considérer que c'est quelque part
une organisation un petit peu complexe autour de la livraison de mon service, par exemple, et ça peut venir renforcer le risque. On peut l'utiliser comme critère discriminant. Le suivant, aspect financier. Donc, lorsqu'on met en place une relation financière, plus celle-ci va être de longue durée, ou plus celle-ci va être à forte valeur, à un montant très important, plus on va considérer que le risque de corruption associée est élevé. Donc, quand on est dans le cadre d'une prestation one shot, on peut considérer qu'à ce niveau-là, le risque n'est pas important. En revanche, quand on va être sur des contrats cadres à 3 ans, 5 ans, etc., dans ce cas-là, on va considérer que le risque est plus important. Modalité de rémunération. Bon, c'est un point qui est important, mais il faut bien avoir en tête que le montant de la rémunération doit être cohérent avec la nature de la prestation qui est livrée, l'ampleur des biens services vendus, etc. et surtout conforme au prix du marché. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être contrôlé. Et le dernier, qui est recommandé par l'AFA comme critère discriminant, modalité flux de paiement. Il est assez facilement exploitable, celui-ci. Donc, c'est la localisation du compte bancaire du tiers qui va être vraiment un facteur aggravant lors de l'évaluation du niveau de risque. Par exemple, si le compte est domicilié dans un état non coopératif. Et l'organisation, elle va aussi pouvoir s'assurer que les modalités de paiement sont conformes ou sont conformes aux pratiques habituelles, on va dire. Par exemple, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, ça va être des paiements en espèces, des paiements transfrontaliers qui n'appartiennent pas au tiers en cause, des paiements avec rebond, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facilement exploitable également par les entreprises. Voilà pour les recommandations de l'AFA sur les facteurs discriminants qui peuvent être utilisés dans votre cartographie des risques d'un point de vue données internes, données disponibles en interne ou collectables par l'entreprise auprès du tiers avec lesquels elle travaille. Slide suivante, ça va être plutôt les données que je vais appeler externes à l'entreprise. Ce sont des données qu'il va falloir collecter auprès de sources externes qui sont pas forcément disponibles au sein de l'organisation, qui sont pas forcément toujours mises à jour. Pourquoi généralement les entreprises d'ailleurs font appel à ces données externes, à les retours qu'on a, c'est de pouvoir disposer d'une information qui est toujours à jour, fiable, issue de sources officielles, pas forcément les informations que j'ai trouvées sur Internet. Et ça va permettre surtout le point qui est mis en avant par les entreprises, c'est d'éviter de mobiliser des ressources internes. La collecte d'informations, je pense notamment à tout ce qui est identification des bénéficiaires effectifs, recherche d'informations négatives sur les tiers, etc. C'est des informations qui sont difficiles à trouver, y compris avec Internet aujourd'hui, ou qui vont prendre beaucoup de temps aux ressources. Notamment dans le cadre de la loi Sapin 2, les assujettis sont entreprises qui n'étaient auparavant pas forcément assujettis à ce type de recommandation, qui n'ont pas forcément d'équipes dédiées au sujet de conformité ou des équipes qui sont toutes petites et qui ont besoin d'optimiser au maximum leur temps de traitement des évaluations, collecter les informations le plus vite possible et les informations fiables pour pouvoir ensuite derrière les exploiter et prendre les bonnes décisions. On a vraiment besoin de cette instantanéité, quelque part, de cette rapidité dans l'exécution. Et c'est ce que va apporter les bases de données externes, les fournisseurs de données. Voilà. Donc, la fin, ici, elle va énumérer encore des facteurs discriminants qui peuvent être exploités par les entreprises. Donc, à chaque fois, c'est des recommandations. Hein. En aucun cas, je sais pas, il y a peut-être au total une quinzaine de critères discriminants. En aucun cas, il ne faut exploiter les 15 critères discriminants. C'est parmi ces 15 lesquels sont cohérents au regard de votre contexte d'entreprise, de votre portefeuille des tiers. Et vous pouvez aller sélectionner ceux qui vous paraissent pertinents. Mais vous pouvez également en définir d'autres qui répondent vraiment aux critères de votre portefeuille et qui va permettre de segmenter votre portefeuille par niveau de risque. Concernant ces données plutôt externes, l'AFA donc énumère quelques critères discriminants. Il y a ce qu'on appelle l'identité. Il va falloir recenser des éléments clés d'identité sur le tiers pour avoir une bonne connaissance de ce tiers. Il va y avoir le nom, la raison sociale, la dénomination sociale de l'entreprise avec laquelle vous avez affaire, sa nature juridique, sa forme juridique. La date de création de l'entreprise, ça peut être un élément important dans son analyse. Les effectifs, ça peut être des informations un petit peu financières de type quel est le chiffre d'affaires, quel est son capital, des éléments clés tels que le secteur d'activité,
le pays, bien évidemment, domaine de compétences de l'entreprise, etc. Le deuxième point, ça va être l'actionnariat. Bon, ici, c'est très, très important. Il va falloir rapidement permettre à l'entreprise déjà de définir si on est dans le cadre d'une structure actionnariale complexe ou simple. Plus on va être dans une structure actionnariale complexe, c'est-à-dire avec des ramifications, différents niveaux, des détentions directes, indirectes, plus le risque va être élevé parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées, diluées, et il est plus difficile de remonter jusqu'au bénéficiaire effectif. Juste une petite définition, le bénéficiaire effectif ici, ça va être toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent, qui possèdent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou encore à défaut, dans certaines formes juridiques, la personne qui exerce un contrôle sur les organes de direction. Il y a des précisions qui ont été données, mais là plutôt dans le cadre de la LCBFT, la directive européenne, sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dont d'ailleurs la loi Sapin 2 découle un petit peu, est inspirée, et qui est venue préciser très récemment une définition des bénéficiaires effectifs et qui permet d'ailleurs aux entreprises désormais de dire que dans les cas où on n'est pas capable de remonter la personne physique qui réellement détient indirectement d'ailleurs ou directement les capitaux ou les droits de vote au sein de l'entreprise, de pouvoir considérer que dans ces cas-là, en dernier recours, le dirigeant de l'entreprise peut être considéré comme le bénéficiaire effectif. Et cette information est suffisante à ce niveau-là. Mais voilà, remonter toute la structure actionnariale, voir un petit peu sa complexité et puis trouver les bénéficiaires effectifs in fine. Le risque pays, donc il a été mis vraiment à part, même si c'est des informations qui sont collectées dans le cadre de l'identité. Le risque pays a été mis à part parce que c'est un critère discriminant qui est important, qui est quand même facilement exploitable. Il va s'agir ici donc de définir le risque pays associé au tiers. Pour ça, généralement, les entreprises vont se baser sur les recommandations de Transparency International. Donc, c'est un rapport de suivi de l'OCDE qui est publié chaque année, mis à jour chaque année et qui est public. Mais elle peut également se baser sur des recommandations émises par les ministères économiques et financiers. Donc, le risque pays. Il y a le risque secteur d'activité qui est également mis à part, même s'il est collecté dans le cadre de l'identité, et qui est également une information facilement exploitable par l'entreprise. Le secteur d'activité, ça va permettre. Donc, l'organisation, elle va mettre en place une procédure d'évaluation de la sensibilité des secteurs d'activité au regard du risque de corruption. Vous allez pouvoir définir quels sont les secteurs d'activité qui vous semblent les plus à risque au regard de votre contexte. Donc, cette liste, elle pourra être mise à jour au fil de l'eau, hein, bien entendu. Et pour vous aider, l'AFA recommande ici encore de vous appuyer sur des publications d'organisations reconnues telles que Transparency International. Le point suivant, intégrité et réputation, celui-ci il est important. L'organisation, elle va devoir vérifier, rechercher si le tiers en question, mais également ses dirigeants, ses principaux actionnaires, ses bénéficiaires effectifs, etc., font ou ont fait l'objet d'informations défavorables, d'allégations dans la presse, ou encore de poursuites, de condamnations pour des faits délictueux en général, de corruption en particulier. Donc, vérifier l'intégrité, la réputation du tiers avec lesquels je travaille, mais pas seulement au niveau du tiers, également au niveau de toutes les personnes physiques, morales rattachées à ce tiers. C'est ce qui complexifie le travail de la recherche manuelle qui est opérée il y a encore quelques années sur uniquement le tiers. Aujourd'hui, on demande d'avoir une connaissance du tiers et de toutes les personnes physiques et morales rattachées à ce tiers. Et enfin, la dernière proposition qui est faite, c'est l'interaction avec des agents publics, des personnes politiquement exposées. On l'a dit, on considère que les personnes politiquement exposées ou les sociétés qui appartiennent à l'État ont plus de risques, portent un risque de corruption potentielle plus élevé. Donc, il est pertinent également d'identifier quelles sont les personnes au sein de l'organisation qui peuvent ou qui ont été des personnes politiquement exposées ou rattachées à des personnes politiquement exposées. Marion, on a une question Oui. qui fait référence au slide précédent. D'accord. Est-ce que tu peux juste rapidement expliquer ce qu'est un paiement avec rebond?
Oui, alors on peut se retrouver dans des cas où le fournisseur, on va dire, le fournisseur vous émet une facture. Sur cette facture, il va cette fois-ci préciser un nouvel IBAN qui n'était pas forcément renseigné dans vos systèmes d'information, qui n'est pas forcément à son nom, pour régler la facture. Et finalement, donc vous allez verser l'argent sur ce compte, mais derrière, ce fournisseur, ce prestataire, va transmettre cette somme d'argent sur un autre compte, peut-être dans un pays qui n'est pas forcément un pays qui communique sur ces informations-là. Et puis derrière, ce sera retransmis à une autre personne. Et c'est ça. C'est vraiment de l'argent qui transite de compte en compte avant d'arriver quelque part au détenteur réel, ou en tout cas à la personne qui met en place les faits de corruption. Et ça va diluer l'information. En fait, on ne sait pas où l'argent transite et il va être très difficile de remonter la personne in fine qui bénéficie de cet argent. Merci Marion, je compléterai. On a un cas souvent vous faites un contrat avec un client, donc cette fois-ci plutôt en aval de votre activité, un gros contrat avec un client. En fin de compte, il y a un acompte qui est versé sur un compte et le reste le reliquat qui est versé sur un autre compte. Alors évidemment, plusieurs pays, plusieurs noms, plusieurs bénéficiaires. Voilà des éléments qui peuvent évidemment Ouais. être importants à prendre en considération. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ce qui explique aussi que toutes les personnes au sein de l'entreprise doivent être sensibilisées sur ces sujets, parce que quelque part, à tous les niveaux, une ressource de l'entreprise peut être capable de détecter quelque chose d'anormal. Ça peut être la compta qui va se dire, bah tiens, d'habitude, je dois pas faire le virement sur ce compte-là. Enfin, voilà, toutes les personnes de l'entreprise doivent être sensibilisées à ces sujets, parce qu'à tous les niveaux, on peut détecter quelque chose. Slide suivante, donc voilà, c'est ça, mise à jour. L'AFA précise, d'ailleurs la loi Sapin 2, tout court, précise que les informations, les évaluations doivent être effectuées avant le début d'une relation d'affaires, donc avant la contractualisation, mais également en cours de relation avec le tiers. En cours de relation avec le tiers, on doit définir, dès le moment de l'entrée en relation, une mise à jour périodique de l'évaluation, de la connaissance qu'on a du tiers. Et cette fréquence, elle doit être définie en fonction du niveau de risque du tiers. Dans vos procédures internes, vous allez définir que tous les tiers qui portent un risque élevé de corruption doivent être revus tous les ans. Tous ceux qui portent un risque de corruption potentiel moyen tous les 2 ans, etc. C'est quelque chose qui est propre à l'entreprise. Rien n'est imposé, que ce soit en termes de fréquence. Rien n'est imposé par la réglementation. Par contre, il faut le faire. La notion de mise à jour périodique est bien précisée. Il est également précisé que cette mise à jour, elle doit être opérée en cas d'événement propre au tiers qui aurait un impact potentiel ou de nature à impacter le niveau de risque. Vous avez connaissance d'un événement, d'une information qui pourrait faire basculer le risque qui était par exemple en risque faible en risque moyen. Ce cas de figure, il va se produire notamment dans le cas des fusions-acquisitions. Vous avez connaissance d'une fusion-acquisition au sein des tiers avec lesquels vous travaillez, de modification de statut, de changement de direction, etc. Tous ces éléments sont des éléments importants qui peuvent impacter le risque associé au tiers. D'ailleurs, le processus de renouvellement, ça va être l'occasion pour l'entreprise de s'assurer que le tiers a respecté ses engagements anticorruption tout au long de la relation, parce qu'elle va reposer les mêmes questions et elle va aller vérifier ce qui s'est passé sur le tiers depuis la dernière fois. Donc, la mise à jour est très importante. Voilà, j'ai terminé pour ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Est-ce qu'on continue? Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat. Ok, très bien. On peut continuer. La partie suivante, on va faire un parallèle, on va beaucoup insister sur le devoir de vigilance, qui quelque part est très proche de la loi Sapin 2 anticorruption. Devoir de vigilance, qui est une loi qui a été adoptée définitivement en mars 2017, donc qui est quand même assez récente, à l'issue d'une épopée quand même législative et après avoir été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. On va dire que cette loi sur le devoir de vigilance, c'est un premier bout, je pense, qui a essayé d'être mis en place. La France est assez pionnière à ce niveau-là, elle est reconnue au niveau international. Elle va notamment obliger les entreprises françaises à élaborer
publier, mettre en œuvre, il y a vraiment ces 3 démarches-là, des mesures qui sont adaptées d'identification des risques et de prévention des atteintes. Et là, on va vraiment être très axé sur les atteintes aux droits humains, libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement. D'accord? Donc, on n'est plus dans une démarche anticorruption. On est dans une démarche RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Quelque part, cette loi, elle va venir instaurer une obligation légale de comportement prudent, diligent de la part des entreprises sur ces 3 axes. Donc, elle vient compléter ce qui existait auparavant. On était et surtout, elle va s'appuyer sur ce qui existait en termes d'évaluation des tiers, de ce qui était attendu jusqu'à présent par les entreprises. On est vraiment sur quelque chose de similaire. Il y a également cette notion de cartographie à réaliser, d'évaluation des tiers. Les sociétés qui sont concernées rapidement je crois que c'est la slide suivante. Donc, les sociétés qui sont concernées par cette loi sur le devoir de vigilance, qui existe depuis 2017, ça va être toutes les entreprises qui répondent à ces critères-là, la forme sociale, mais également le nombre de salariés en leur sein et dans leurs filiales directes et indirectes, ça c'est très important, qui vont dépasser donc un nombre de salariés de 5 000 en France ou 10 000 dans le monde. C'est plutôt des grandes entreprises aujourd'hui. C'est un début. Slide suivante. Les objectifs. Essayez de vous dire un petit peu les objectifs de cette loi, de ce qui est imposé aux entreprises. Donc, le devoir de vigilance, cette loi, elle oblige les entreprises donneuses d'ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance qui vont être liés à leurs opérations, mais qui peut aussi s'étendre aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez récent. C'est un point qui est contraignant pour les entreprises. Elles doivent vraiment répondre à tous les niveaux, pas seulement pour elles, mais également pour leurs filiales, leurs partenaires commerciaux. La loi sur le devoir de vigilance, elle a pour objectif notamment de remettre le respect des droits humains au cœur des préoccupations des multinationales. En fait, cette loi, il a été élaboré en réponse à des scandales, à des événements tragiques qui ont eu lieu, comme la catastrophe de 2013 au Bangladesh, donc il y a un immeuble qui s'est effondré. Il y a eu plus de 1000 personnes, 1000 salariés qui ont été tués dans cet accident. Et en fait, l'audit réalisé a révélé une affaire de travail forcé, l'exploitation d'enfants, de mauvaises conditions de travail, des normes qui n'ont pas été respectées, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. Et du coup, qui font que on a considéré à un moment donné qu'il fallait réglementer ces sujets-là pour protéger les personnes. Qu'il y a une prise de conscience, en fait, au niveau international de ce sujet. Donc, il va falloir, ici, on le précise, identifier, évaluer, hiérarchiser les risques. Attends, juste, Laurent, est-ce que tu avais changé de slide ou pas? Non. Ok. Slide suivante. Non, c'est moi, c'est slide précédente, excuse-moi. Donc ici, quelles sont les obligations quelque part pour les assujettis dans le cadre de cette réglementation? Les entreprises françaises, elles vont avoir l'obligation d'établir, de réaliser, de publier surtout un plan de vigilance annuel. Ce plan de vigilance annuel, il va être inclus dans le rapport de gestion de l'entreprise et elle va devoir en plus réaliser un compte-rendu sur la mise en œuvre des mesures de vigilance raisonnables. Donc vraiment, il y a ces deux choses qui sont attendues de la part de l'entreprise. La loi, elle définit un contenu minimal du plan de vigilance et des conditions de son élaboration. Donc, je cite, le plan comporte des mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan, il a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein des filières ou à l'échelle territoriale.
Donc voilà les obligations qui sont attendues dans le cadre de cette réglementation. Slide suivante. Le plan de vigilance, donc il est précisé par la réglementation. Il doit à minima contenir les informations, les 6 mesures suivantes. Donc, la première, c'est une cartographie des risques destinée à l'identification, l'analyse et la hiérarchisation des risques. Les sociétés qui sont soumises à la réglementation, elles doivent surtout pas se contenter de préciser qu'il y a une cartographie des risques qui a été mise en place. Elle doit déjà publier cette cartographie, la détailler. Elle doit faire état de façon explicite, vraiment détaillée, de tous les risques qui ont été identifiés, toutes les atteintes graves envers les droits humains, libertés fondamentales, santé, sécurité des personnes et environnement. Ça doit être segmenté selon ces 3 axes principaux. Par exemple, le plan, il pourrait donner des listes précises de risques par type d'activité, produits, services, des choses qui sont envisageables. Et ces risques substantiels, donc les impacts négatifs de l'activité globale sur les tiers et l'environnement, la vigilance, elle doit s'exercer à ce niveau-là, et donc le plan doit en faire état. La société, elle doit également faire état de sa méthodologie d'analyse, comment elle va analyser, comment elle va évaluer, comment elle va hiérarchiser les risques, il faut le préciser dans son rapport. Elle doit définir et préciser ses critères de gravité, son échelle en fait, la probabilité d'occurrence des risques, ce qui a été mis en place pour les minimiser, pour les réduire, etc. Et quelque part, cette hiérarchisation, cette cartographie, elle va permettre également à l'entreprise de structurer la mise en place de ses propres mesures internes et définir ses évaluations. Le deuxième point, donc les procédures d'évaluation, qui doivent être régulières sur l'entreprise, sur ses filiales, sur ses sous-traitants, ses fournisseurs, avec lesquels elle entretient une relation commerciale au regard de sa cartographie des risques. Donc là, on retrouve vraiment des similitudes avec ce qu'on a vu dans le cadre de la loi Sapin 2. Quels que soient les moyens d'évaluation qui sont choisis par l'entreprise, elle doit les mentionner, les préciser dans son plan qui est rendu public. Elle va dire quels sont les outils utilisés, quelle est sa méthode, quel est l'objectif de ces évaluations, à quoi ils doivent aboutir, les décisions qu'on prend in fine, le calendrier des procédures, tous les critères qui sont utilisés et les résultats de l'évaluation. L'entreprise, elle doit indiquer toutes les mesures correctives qui ont été adoptées si nécessaire, le calendrier de mise en œuvre de ces mesures correctives, etc. Donc là, on retrouve les éléments de cartographie, les éléments d'évaluation qui sont semblables, même si on n'est pas sur le même sujet, qui sont semblables à ce qui est demandé aux entreprises dans le cadre de la loi Sapin 2. La troisième mesure, c'est des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. Ici, il y a des mesures qui doivent être mises en place par l'entreprise qui sont de différentes natures. On va parler ici de mesures préventives. Je vais anticiper, éviter le risque. Des mesures d'atténuation, comment je vais limiter au maximum l'impact. Et de réparation, comment je vais corriger et réparer a posteriori. Ces actions, elles doivent être élaborées au regard de la cartographie toujours pour répondre point par point aux risques identifiés. Donc là, on est toujours sur cette cartographie. Quatrième mesure, un mécanisme d'alerte de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la dite société. Ça, c'est ce qui est demandé. Donc, en fonction de son périmètre de vigilance, l'entreprise, elle doit prévoir un ou plusieurs mécanismes d'alerte qui sont performants, ça c'est un terme qui est employé, et qui va permettre la remontée des informations au niveau des organes de direction, des organes qui peuvent décider, pour assurer la mise à jour des mesures d'atténuation. Donc il y a également cette notion d'alerte, de détection de problèmes et de pouvoir les remonter aux instances dirigeantes. Cinquième mesure, dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. Donc là, c'est vraiment s'assurer que ce qui a été mis en place est conforme, est opérationnel et efficace. On retrouve aussi ces notions dans le Sapin 2. Donc la loi, elle dispose que doit être établi, effectivement mis en œuvre et publié un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. Ça, c'est le texte. Donc cette disposition, elle va porter en fait sur toutes les mesures d'identification, de prévention mises en œuvre, le dispositif de suivi,
Ça va suivi et évaluation de la conformité, doit couvrir toutes les mesures du plan. Donc à tous les niveaux, je vais m'assurer que ça a bien été mis en place, que ça respecte ce qui est attendu d'un point de vue réglementaire, et je vais évaluer finalement la performance de ce qui a été mis en place. Depuis les mesures donc d'identification, d'évaluation du risque, de cartographie, le processus d'alerte, en passant par les procédures d'évaluation vraiment de fournisseurs, sous-traitants, etc. L'entreprise, elle doit s'assurer que c'est efficace, que c'est performant, et le cas échéant, mettre à jour ces dispositifs. Merci. On fait un petit focus. Donc là, on est vraiment sur des sujets RSE. On peut utiliser ce terme parce qu'on est vraiment sur les 3 axes. Donc, on répète souvent, on va tenter ici de protéger les personnes et on va tenter de lutter contre tous les faits qui pourraient avoir un impact négatif sur les droits de l'homme, la santé, la sécurité et l'environnement. On est un peu dans une démarche RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Le champ d'application de la loi, il s'applique, c'est ce qui rend un peu les choses complexes, ou en tout cas lourdes. Le champ d'application de la loi, il s'applique à l'entreprise elle-même assujettie. On a vu les critères d'assujettissement au début, mais également à ses filiales et sociétés contrôlées directement et indirectement. Donc ça veut dire que l'entité, elle va répondre pour toutes ces personnes-là. Pour la société mère ou les entreprises donneuses d'ordre, et les sous-traitants fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Voilà, donc le périmètre, il est très très large et ça, c'est quelque chose qui est très récent d'un point de vue réglementation, conformité. C'est d'ailleurs un point différenciant. Il s'agit donc de définir dans un premier temps, de réussir à bien faire un catalogue du périmètre sur lequel je vais devoir intervenir et répondre aux exigences réglementaires. Comment on définit sa carte RSE? Le premier point important, ça va être déjà d'avoir en tête qu'il faut segmenter, donc selon les 3 axes, les 3 pistes principales, droits de l'homme, santé, sécurité, environnement. Ensuite, concrètement, l'entreprise va devoir, dans un premier temps, donc bien identifier tous les risques qui vont avoir un impact négatif potentiel sur les personnes, l'environnement, et ne surtout pas cette fois-ci se focaliser sur les risques pour l'entreprise elle-même. Les risques qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise. Ici, quelque part, on s'en fiche. On est vraiment sur mon entreprise, du fait de ses activités, peut avoir un impact négatif sur les personnes et sur l'environnement. Quels sont-ils? Il faut ensuite établir une identification de ces risques. Au niveau le plus identification de ces risques le plus fin possible pour être en mesure de prioriser et de définir toutes les actions qui en découlent. Il faut décliner sa cartographie au niveau le plus opérationnel possible pour que ça puisse être mis en œuvre et compris par les opérationnels. Il faut apporter des réponses précises en adéquation avec les enjeux identifiés. Il faut identifier tous les risques, les évaluer régulièrement, donc il y a une notion de mise à jour. Et il faut bien évidemment former, sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise à ces sujets. On retrouve des choses vraiment très très similaires avec la cartographie Sapin 2. Slide suivante. Dernier point, bon là ça va être assez rapide. Je voudrais vous préciser simplement que cette réglementation, outre l'obligation de prévention et de reporting qui est prévue par la loi, il y avait la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'entreprise pour un éventuel impact environnemental humain lié à ses activités. Cependant, pour le moment, le cadre n'est pas complètement contraignant du fait qu'il n'y a pas d'organisme de contrôle à ce jour et que les sanctions qui avaient été prévues initialement n'ont pas été retenues dans la loi. C'est ce qu'on avait vu un petit peu en introduction. Il y a des éléments qui ont été censurés, c'est notamment la partie sanctions. Cependant, il faut avoir en tête, il y a pas mal de documents là-dessus, il y a une mise en place progressive d'un cadre international. C'est un sujet, même si sur la France, on est un petit peu précurseur, on a mis en place une réglementation assez vite. C'est un sujet qui touche le monde entier, qui intéresse l'ensemble des acteurs au niveau international. Et par exemple, il y a un projet de traité à l'échelle des Nations Unies qui a été amorcé en 2014.
Visiblement, ils avaient en tête de pouvoir le sortir à fin 2019. Ça n'a pas été le cas visiblement. Mais il y a un projet de traité à l'échelle des Nations Unies qui avance et qui du coup aura une portée internationale et auquel nous devrons répondre. Comment ça fonctionne concrètement pour pouvoir quelque part considérer qu'une entreprise ne répond pas à ses obligations en cas de manquement, on va dire. La responsabilité civile de l'entreprise, elle peut être engagée devant un juge français. L'entreprise peut alors, le cas échéant, être condamnée à réparer le dommage, à indemniser les victimes. Ça va vraiment s'arrêter à ça aujourd'hui. Bon, ça peut être des sommes conséquentes, mais il y aura pas forcément de sanctions pécuniaires vis-à-vis de l'entreprise, de ses dirigeants, etc., comme on l'a sur Sapin 2. Ça va être condamné à réparer les dommages, indemniser les victimes. Et avant tout dommage, éventuellement, l'entreprise qui n'aurait pas établi de plan de vigilance ou qui l'aurait pas rendu public, etc., elle pourrait juste être contrainte de le faire par un juge dans un délai imparti. Voilà. Et on le voit, il y en a un petit schéma qui peut saisir le juge. Donc toutes les personnes qui ont un intérêt à agir, ça peut être des associations, ça peut être des victimes elles-mêmes, ça peut être des syndicats, etc. Donc si des personnes saisissent le juge, celui-ci pourra obliger l'entreprise à mettre en place ce qui est attendu dans le cadre de la réglementation. Et réellement, en cas de dommage, elle pourra contraindre l'entreprise à réparer le dommage, à indemniser les victimes. Voilà ce qui est prévu à ce jour. Merci Marion. Il nous reste à peu près 30 minutes. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir maintenant sur le 4e pilier de la loi Sapin 2, l'évaluation des tiers. On va regarder quelles sont les étapes de cette évaluation des tiers. Et ce que je propose ensuite, c'est que Marion, tu puisses nous montrer la solution qui permet de gérer bien tout ce 4e pilier. Alors, un schéma que nous partageons beaucoup chez Altares, c'est le fameux schéma. Juste une chose, regardez ce que nous recommande la FAS sur cette évaluation des tiers. Elle recommande en fin de compte 3 niveaux d'évaluation, donc rouge, orange, vert, assez classique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, sur la partie cartographie, c'est peut-être bien d'avoir le même type d'évaluation. Donc souvent, on est sur 3 niveaux d'évaluation, rouge, orange, vert. Marion en a parlé, risque faible, moyen ou élevé, avec pas mal de critères. On a vu pas mal de critères avec Marion tout à l'heure. Donc ce schéma, il est souvent partagé, systématiquement partagé sur tous les projets, puisque voilà les étapes que vous allez devoir faire pour arriver, vous le voyez tout à fait à droite, au fameux rapport de conformité qui vous serait demandé par l'Agence française anticorruption en cas de contrôle sur pièce. Vous savez, ça se passe en 2 temps, le contrôle AFA. D'abord sur pièce, vous leur envoyez des documents, et éventuellement ça s'arrête là, ou après un contrôle sur place. Donc ce rapport de conformité, il va en fin de compte rassembler, agréger l'ensemble des informations de votre due diligence, de votre KYC, de votre processus de conformité, en passant par toutes les étapes que l'on voit à l'écran. Alors je vais les parcourir rapidement, ensuite je laisserai la main à Marion pour vous montrer comment on fait cela. En fin de compte, il y a 8 étapes, mais ça se fait assez rapidement. Alors, toute la partie identification, vous avez compris que c'est un point important. On va bien sûr commencer par identifier l'ensemble des tiers qui sont issus de votre cartographie. Une des meilleures manières chez Altares, c'est de se baser sur le DUNS number, ce fameux référentiel unique. On a aujourd'hui quasiment 360 millions d'entreprises dans notre base de données qui ont un DUNS number. Vous en avez un, nous en avons un. Beaucoup d'entreprises ont sur notre number, une grande majorité, et ça va nous permettre de faciliter l'identification. Parce que si vous nous en transmettez que des noms d'entreprises, on peut avoir un doute sur l'orthographe, sur les différentes orthographes, différentes saisies qui ont été faites par vos collaborateurs. Donc, cette identification se fait facilement avec le fameux DUNS number. On va donc avoir une première étape d'enrichissement de cette donnée-là. On va prendre toutes les données identitaires que Marion a évoquées, toutes les personnes physiques qui sont dans cette entreprise, dirigeants, bénéficiaires effectifs, actionnaires. Il faut savoir que nos sources de données sont triples. D'abord les sources officielles. Les sources publiques, ce sont les données que
publient les entreprises, hein. Et puis, nous procédons à des enquêtes pour vérifier certaines informations auprès des entreprises. Et ça, dans le monde entier, hein, avec tous les partenaires d'Dun & Bradstreet du monde entier. Et donc, une fois que cet enrichissement est fait, nous avons bien sûr le pays, l'activité. Nous allons pouvoir, vous voyez, ces quatre opérations se font aujourd'hui en un clic, hein. Ensuite, on va pouvoir commencer à vérifier l'honorabilité de l'entité, de ces personnes physiques, bénéficiaires effectifs, et puis de l'ensemble des filiales si vous le souhaitez. Et donc, on va opérer le screening. Alors, je vais afficher mes écrans. Le screening qui va être basé sur 5 indicateurs, donc le risque pays, le risque activité, les personnes exposées politiquement, toutes les sanctions financières, il y en a beaucoup de sanctions, et puis toute la presse négative. Donc vous allez voir, on peut adapter, personnaliser ce screening pour être plus près de votre stratégie, et l'objectif c'est de limiter le nombre de faux positifs, on va le voir avec Marion, hein. Donc aujourd'hui, on travaille sur des listes de sanctions, une base PEP et des articles, bien sûr. Alors, il faudra gérer ces faux positifs, hein. Le faux positif, ce sont les homonymes, en fin de compte. Donc, lorsque on vérifie l'honorabilité d'une personne physique ou d'un tiers sur des bases mondiales, il peut y avoir des homonymies qui remontent. Ça dépend comment les personnes physiques sont enregistrées sur des bases de sanctions, sont enregistrées sur des listes de PEP, ou même dans la presse, hein. Donc, il y a ce travail de sélection des faux positifs, et ce qu'on propose chez Altares, c'est d'automatiser 9 fois sur 10 cette gestion-là, qui, elle, est une gestion manuelle, hein. Donc, c'est manuellement, vos analyses vont aller devoir y vérifier si telle personne correspond à celle qui est remontée par les listes de sanctions, par exemple. Une fois que cette partie faux positif est gérée, vous avez, comme vous le voyez à l'écran, un indicateur de risque de corruption, là dans mon exemple risque faible, avec ce tableau de bord, ce portfolio qui recense tous vos tiers avec l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des scores de conformité. Franchement, il vaut mieux regarder une démonstration de notre solution. Bien sûr, vous pouvez mettre sous alerte tout ou partie de vos tiers. Tout à l'heure, on parlait de la mise à jour, de la fréquence d'analyse, ce que disait Marion. Donc, vous pouvez mettre une partie de vos tiers sous surveillance et avoir un tableau de bord rapide sur cet aspect alerte et monitoring. Bien sûr, le rapport de conformité, on pourra vous en transmettre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est automatiquement téléchargé, il est bien sûr horodaté, il est archivé, ça c'est important, et vous avez une piste d'audit qui permet de voir dans ce rapport de conformité tout ce qui a été fait sur ce tiers, du lancement de l'identification jusqu'aux différents lancements de screening et tous les rapports de conformité. Vous pouvez avoir plusieurs rapports de conformité pour un tiers en fonction des périodes pour lesquelles vous avez lancé cette analyse.